Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de ce 13h Robéné, le président de la République a été désigné par la Troïka présidentielle CEDEAO pour conduire les discussions politiques avec le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Patrice Talon a été choisi par ses pairs à Abuja au cours du mini-sommet auquel il a pris part aux côtés de ses homologues nigériens, bissau-guinéens et nigérians. Le ministre des Affaires étrangères a fait le point de cette rencontre ce mercredi aux hommes des médias. Ensuite, maintenir les rues de nos villes propres, c'est leur mission. Ils sont dans les rues de Cotonou et environ presque tous les soirs. Vous les voyez, vous les côtoyez, armés de balais, de brouettes et d'autres ustensiles de nettoyage. Ils n'hésitent pas à débarrasser les artères des déchets solides laissés par les usagers et par les riverains. Malgré la sensibilité de leur travail nocturne, les balayeurs sont souvent confrontés à d'énormes risques tels que les accidents et les agressions de tout genre. Et puis enfin, une nouvelle chaîne dans le paysage médiatique béninois. Sa dénomination A+ Bénin, c'est le fruit du partenariat entre le groupe Canal+ et l'État béninois. L'objectif est d'offrir aux populations une variété de programmes de divertissement riches et grand public qui reflètent l'image du pays. En attendant le lancement officiel, l'annonce est faite ce mercredi. Voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la République a été désigné par la Troïka présidentielle CEDEAO pour conduire les discussions politiques avec le Burkina Faso, le Mali et la Guinée. Patrice Talon a été choisi par ses pairs à Abuja au cours du mini-sommet auquel il a pris part aux côtés de ses homologues nigériens, bissau-guinéens et nigérians. La rencontre tenue à la suite du 63e sommet des chefs d'État et de gouvernement en début du mois dernier. Elle s'est penchée sur les questions politiques avec les transitions militaires dans la sous-région et sur l'urgence sécurité en Afrique de l'Ouest. Sur ce dernier aspect, un comité technique a été mis en place par les 4 chefs d'État. Le ministre des Affaires étrangères a fait le point de cette rencontre ce mercredi aux hommes des médias. On l'écoute. Sur le plan politique, les chefs d'État, après une analyse approfondie de la situation politique de la sous-région, ont décidé d'instaurer ou en tout cas d'initier, de renouer en fait le dialogue et les discussions avec les autorités de chacun des pays que j'ai cités précédemment, qui sont en transition aujourd'hui, donc le Mali, le Burkina et la Guinée, dans une optique de fraternité. Parce que finalement, nous sommes une communauté de destin au sein de la CEDEAO et il est important qu'il y ait une main tendue vis-à-vis de ces gouvernements-là. Et les chefs d'État de la Troïka ont décidé de mandater le président Patrice Talon pour aller à la rencontre des autorités de ces 3 pays afin de renouer le dialogue et d'échanger avec eux pour rétablir le contact le plus rapidement possible. Les chefs d'État ont également réaffirmé leur volonté de voir des transitions rapides et en retour à l'ordre constitutionnel dans chacun de ces pays, dans le cadre du protocole de la CEDEAO, mais chose très importante, dans le cadre des chartes de transition adoptées par chacun de ces pays. Les membres de la Troïka ont décidé également de prendre des mesures et de proposer des mesures concrètes d'un point de vue sécuritaire. Et donc, à cet effet, les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de la CEDEAO de mettre à jour le plus rapidement possible le plan d'action sécuritaire prioritaire. Et donc, à cet effet, les chefs d'État ont mandaté un comité technique composé de représentants des différents membres de la Troïka, donc le Nigeria, la Guinée-Bissau et le Bénin, pour pouvoir élaborer très rapidement et mettre à la disposition des chefs de l'État de la Troïka, puis de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, un plan de réponse sécuritaire qui s'appuiera sur 2 choses essentielles, et c'est cela la nouveauté. Première chose, sur nos propres forces, donc des éléments en fait des différents pays de la CEDEAO, donc une force, la réactivation de la force ECOMOG en fait de la CEDEAO. Et une seconde chose très importante est également financer sur nos ressources propres. Et puis des crevasses et d'importantes étendues d'eau stagnantes rendent très difficile la praticabilité de certaines voies dans la commune d'Abomey-Calavi. Les usagers et habitants de ces quartiers vivent un véritable calvaire, surtout en cette saison de pluie. Ils fustigent la situation et poussent un grand coup de gueule à l'endroit des autorités administratives de la commune. Le Robelou, Mofid Sabouran pour les images. Zoka, l'un des quartiers de la commune d'Abomey-Calavi.
Sur cette voie qui donne accès au CEG2, un peu au loin, difficile de circuler. Automobilistes et motocyclistes jouent à l'équilibrisme pour se déplacer. Cette immense flaque d'eau et ses crevasses empêchent une circulation fluide. Pour les passants, c'est le calvaire. Nous sommes ici dans ce quartier depuis très longtemps. Ce quartier s'appelle Zoka. Comme vous le voyez, la voie est très dégradée. Actuellement, les pluies ont cessé, c'est pourquoi vous voyez la voie dans cet état. Sinon, quand il pleut, les motos et les voitures ont beaucoup de difficultés pour circuler. Malgré les plaintes des riverains, les autorités n'agissent pas pour soulager les usagers de la voie. Pour les commerçantes situées ici, le mauvais état de cette voie est l'un des facteurs à l'origine de la mévente qu'elles enregistrent par ces temps de pluie. La voie n'est pas du tout bonne, vous regardez, non, c'est pas du tout bonne. On paye des impôts. Quand les gens viennent ici acheter, ils disent que la voie n'est pas bonne, qu'ils puissent venir garer et acheter chez nous. Cette zone est beaucoup inondée. Ils ont convoyé du sable par ici la dernière fois pour boucher des crevasses plus loin devant. On a demandé à ce qu'ils le fassent pour nous également, mais sans succès jusqu'à aujourd'hui. Quand il pleut, notre zone est inondée d'eau. La situation de la dégradation de la voie menant au CG2 d'Abomey-Calavi est loin d'être la plus préoccupante. Ici aussi, sur cette voie reliant le carrefour Tokan à la centrale thermique de Maria-Gleta, le constat est tout aussi pareil. Difficile de passer. On se ferait assez difficilement un chemin praticable. Les usagers se lancent dans des détours pour joindre leur domaine ou encore pour rallier d'autres quartiers de la ville. La voie, comme vous le voyez, est très dégradée. Elle est dégradée à un niveau où les voitures et les motos ne peuvent pas circuler. Nous espérons depuis très longtemps que la mairie fasse quelque chose pour cette voie. Si la mairie doit faire des travaux, qu'elle le fasse. Parce que, vu l'état de cette voie, si un camion gros porteur prend pas ici, il aggrave la situation. Donc que la mairie ou même le président fasse quelque chose pour réparer la voie. Car c'est une grande artère qui va jusqu'à la grande voie de Glo. L'état d'impraticabilité des voies à l'intérieur de la commune d'Abomey-Calavi reste un problème général. Il crée des dommages aussi bien sur les engins à 2, 3, voire 4 roues. Et pendant ce temps, au quartier Djidje, dans le 6e arrondissement de Cotonou, est implanté un nouveau marché de poissons. Depuis quelques mois, les vendeuses de ce petit marché situé au bord de la lagune sont confrontées à bon nombre de difficultés qu'elles exposent dans ce reportage de Estetofa et des Rompévis. Elles viennent de Soava, Sozunko, Agégué et Ganvier pour vendre leurs poissons au bord de cette lagune. Installées sous des abris de fortune depuis plusieurs mois, ces vendeuses de poissons se plaignent de leurs conditions, surtout en période de pluie. Nous souffrons énormément. On n'a pas de hangar dans ce marché. Quand il pleut, c'est sur nos têtes, ça tombe. Aucun emplacement n'a été aménagé pour nous. Nous n'avons pas trouvé où nous asseoir pour vendre. Nous souffrons vraiment. Plusieurs variétés de poissons se retrouvent sur ce marché qui s'anime tous les jours. Les vendeuses dénoncent le paiement des droits d'installation en dépit de l'inconfort dans lequel elles sont installées. Elle considère cela comme un abus et appelle à l'aide. Trouver une solution pour nous. On ne peut être dans ces conditions et payer des droits d'installation. Ce n'est pas possible. S'il vous plaît, aidez-nous. Nous avons de grandes et belles voies partout. Mais nous, on est nés dans l'eau. Donc, on ne peut que faire des activités lacustres. Les carpes, les fruitins, la sole et surtout le tilapia sont quelques variétés de poissons proposées par ces vendeuses du marché de poissons de Djidje. Elles lancent cet appel afin de pouvoir continuer à exercer leur activité dans de meilleures conditions.
Nous parlons santé à présent. Préjugés, moqueries et rejets, c'est ce que subissent très souvent des personnes atteintes de maladies, surtout celles qui sont mystifiées. Alors que les malades ont besoin de soutien, ils se voient stigmatisés au sein de la société. Nous avons recueilli pour vous à ce propos un témoignage d'un drépanocytaire qui retrace ici le parcours de sa vie durant la maladie. Voici le reportage. La drépanocytose est l'une des maladies génétiques avec les plus forts taux de mortalité. Chaque année, environ 300 000 bébés naissent avec cette maladie. Au Bénin, on estime à plus de 4% la proportion des personnes atteintes de la drépanocytose. Considérée dans l'opinion publique comme étant incurable, cette maladie peut être traitée efficacement, voire même éliminée. Charbel Arrondinou fait partie de ces rares miraculés qui ont réussi à triompher de la drépanocytose. Il se souvient encore des souffrances endurées durant sa maladie. Lorsque la maladie commence, donc, je sentais mes os me faire excessivement du mal. Vous voyez. Donc, à cause de ça, je n'arrivais même plus à marcher. Des fois, il y avait des coups qu'on me donnait juste pour me mettre dans, comment on appelle, juste pour cesser les douleurs. Vous voyez. Il y avait aussi des briques qu'on mettait sur moi pour me faire, en fait, pour faire arrêter les douleurs et autres. Maintenant, lorsque ça commence d'abord, je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à bien marcher, je titubais en fait, vous voyez. À sa naissance, Charbel a été diagnostiqué au test d'électrophorèse comme étant SC. Pour sa famille, ce fut un coup dur et le début d'un parcours de combattant. C'était nous, ses parents, sa maman et moi, nous étions sous le choc. Naturellement, ça a sérieusement pesé sur nous, psychologiquement. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons poursuivi les soins avec le docteur Zissou, bien sûr, qui nous prodiguait des conseils, qui nous demandait de le protéger contre les moustiques, et contre les infections. Il prenait des produits comme Pénivé, comment dirais-je, Fordine. Il ne prenait pas de fer. Il devrait, quand il grandissait, il devrait prendre suffisamment d'eau, consommer des aliments sains, et surtout des fruits. Et Charbel grandissait, faisait régulièrement des crises. Des crises répétées, surtout en période de fraîcheur. Il refuse de sortir. Même comme d'habitude, très souvent, se doucher, c'est difficile pour lui. Au départ, moi, j'étais un peu énervé, mais finalement, j'ai compris que c'est à cause de la maladie qu'il fuyait de se doucher. Au cours, bien à l'école, quand à 7 heures, par exemple, Charbel vient m'accompagner. Souvent, bon, c'est comme si il craint parce que il fait froid et il risque de ressentir les mêmes douleurs parce que il va me prendre, me déposer. Il y a le vent sur la route, tout et tout. Donc souvent, il craint cela. Durant cette période éprouvante, c'est le regard de ses camarades de classe qui l'a le plus marqué. Des regards pas toujours sympathique. De la 6e en 3e, ça a été vraiment difficile pour moi. Vraiment difficile. Oui, durant ma vie scolaire, je me sentais en fait stigmatisé. Et je me sentais vraiment isolé parmi mes amis, mes collègues et autres. Je faisais l'objet de rire en fait. Ouais. Je titubais en marchant, tout ça. Bon, ça, je n'étais pas très à l'aise envers eux, mais je n'avais pas le choix, c'est ma maladie. Et donc, je gérais ça comme ça en fait. Les gens ont du mal à faire avec les personnes drépanocytaires. Pourquoi? Parce que plusieurs n'ont pas l'information. D'abord, d'autres croient que cette maladie est contagieuse, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une maladie contagieuse. C'est une maladie génétique qui se transmet de parents à enfants. Donc si on se met en couple ou bien on se met à côté de quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne sera drépanocytaire elle aussi. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Et au-delà, il y a d'autres qui, à cause de la plupart des personnes drépanocytaires qui se présentent, je vais dire, des malformations, qui présentent des malformations, beaucoup n'apprécient pas. Ils disent, bon, c'est quel genre de personne ça, mais lui, il vient d'une autre planète. Afin de réduire les crises, le petit Charbel était donc pris en charge par sa famille qui l'aide à travers plusieurs traitements. Comme pour toute personne atteinte d'une maladie grave, le combat psychologique n'est pas à négliger. Si aujourd'hui Charbel est capable de vivre pleinement sa vie, c'est parce qu'il a su lutter psychologiquement contre cette maladie et le regard de la société. La drépanocytose touche des milliers d'enfants au Bénin, dont beaucoup décèdent avant l'âge de 5 ans. Son mode de transmission étant génétique, il est vivement conseillé de faire son test d'électrophorèse et d'éviter de céder à la passion sentimentale si l'on découvre une incompatibilité. La personne drépanocytaire a besoin aussi de soutien psychologique parce que lorsque ça ne va pas dans la tête, dans le corps, c'est aussi compliqué. Et au-delà, il y a ce qu'on appelle l'équilibre entre les personnes non drépanocytaires et les personnes drépanocytaires. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est SS. Génétiquement, elle doit s'unir avec une personne qui est AA. Ce qui fait que si il n'y a pas cet équilibre, si on n'apprend pas aux gens le fait de comprendre que la drépanocytose a besoin aussi d'un soutien psychologique et d'un soutien, je vais dire, d'un regard positif, ça ne peut pas aller, la lutte contre cette maladie ne peut pas aboutir. Richard Lemois, auteur camerounais, écrit dans son livre Stigmatisé, Drépa saute la vie. On me donna la maladie, mais on ne m'ôta pas la vie. Mon corps réceptacle de douleur, mais mon âme dans tout ça résiste à la maladie. En d'autres termes, être drépanocytaire n'est pas une fin en soi. Dans la suite de ce trésor au Bénin, ils sont dans les rues de Cotonou et environ presque tous les soirs. Vous les voyez, vous les côtoyez, armés de balais, de brouettes et d'autres ustensiles de nettoyage. Ils n'hésitent pas à débarrasser les artères des déchets solides laissés par les usagers et les riverains. Malgré la sensibilité de leur travail nocturne, les balayeurs sont souvent confrontés à d'énormes risques tels que les accidents et les agressions de tout genre. Une de nos équipes de reportage est descendue sur le terrain pour vivre le quotidien de ces hommes et femmes qui se peinent pour maintenir les rues propres. Reportage. Tous les soirs, à partir de 20h, les balayeurs des rues se réunissent pour la répartition des tâches. C'est une étape importante qui permet de définir par groupe les artères à nettoyer. Ils reçoivent les consignes de leurs responsables et les matériaux de travail sont embarqués à bord de tricycles pour le terrain. Déjà à 22h, les coups de brosse et de balai résonnent sur les routes. Par groupe, ils balaient, désensablent et rendent propres les routes de Cotonou et environ. C'est un véritable travail d'équipe qui requiert harmonie et rigueur. Il y a plusieurs PME, petites et moyennes entreprises qui ont été recrutées pour assurer le volet salubrité qui est une composante des missions assignées à la SGDS. Comme c'est un lot qui nous est confié, on se débrouille chaque fois de terminer, de donner le résultat souhaité. Comme ici, des cônes sont habituellement placés pour délimiter l'espace de travail. C'est une mesure de sécurité, mais qui ne sécurise pas totalement les balayeurs, puisqu'ils subissent fréquemment les dérapages des usagers indélicats. Ce qui s'est passé, c'est que le chauffeur, il a bu sauvagement d'alcool, il est rentré dans notre cône et puis il a ramassé l'un de nos collègues. Le problème principal, c'est l'insécurité des agents. Des conducteurs indélicats rentrent dans les balisages que nous posons souvent et donc la sécurité des agents est constamment menacée. Outre les risques d'accident, les travailleurs sont également confrontés à l'indélicatesse de certains usagers. Des ordures sont jetées à même le sol juste après le passage de l'équipe de nettoyage.
Surtout les conducteurs de ZEM là, vraiment, s'ils rentrent dans les cônes, si tu veux parler, ils t'insultent proprement. Toi, une femme, tu cherches quoi dans la nuit? Tu es vagabond, tu ne veux pas rester sous le toile d'un homme. À cause de ça, tu es en train de faire ça là dans la nuit. Quand on a l'esprit de les amener à l'ordre, ils prennent ça autrement et ils commencent pas à nous insulter. Et quand tu vas vouloir rétorquer, ils commencent pas à nous taper. Malgré les risques d'accidents et d'agressions physiques et verbales, les balayeurs restent fiers de leur travail qui, selon eux, contribue énormément à la beauté des rues au lever du soleil. Dans ce lot de travailleurs, plusieurs femmes au foyer. Tantôt, vous savez les hommes, il y a des fois que si tu veux venir là, ils renforcent la nuit et j'essaie de gérer ça avec lui. Avant de venir ici, je fais tout possible que l'enfant dort. Ce qu'il va manger tôt là, je lui donne ça. Et je mets tout à ses précautions, pour l'école aussi, avant de venir. Je prépare pour papa, je fais tout ce que je peux faire pour que papa ne se fâche pas. Elles équilibrent la vie de foyer à celle professionnelle. Une occupation nocturne qui n'est pas de tout repos, puisque chaque équipe doit boucler son périmètre avant l'arrivée des contrôleurs à 5 h du matin. L'objectif de leur mission est simple, nettoyer toutes les rues avant le lever du soleil. Nous parlons sport à présent. Les différents athlètes béninois de Wushu ont eu le temps nécessaire pour se préparer afin de bien défendre les couleurs nationales à échéance continentale qu'abrite la Côte d'Ivoire. Ils seront en compétition avec bon nombre d'athlètes qui viendront de 20 autres pays africains du 22 au 24 juillet prochain au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Nous allons suivre ici un élément sur le point des préparatifs de l'équipe. Les yeux sont désormais rivés sur eux, mais de leur côté, ils se disent être prêts pour l'échéance en vue. Les différents athlètes de la Fédération béninoise de Wushu ont bouclé ce mardi un long moment de préparation intense. Au dire des différents encadreurs, les guépards et Amazones sont mieux outillés pour une meilleure participation. On les a donné les rudiments nécessaires qu'il faut, parce que nous, on a pris aussi par là. On a fait les compétitions, les grandes compétitions. Donc on sait la technique qu'il faut leur donner pour qu'au moment opportun, ils puissent répondre. Vous voyez, donc si ceux n'ont pas eu trop de temps, mais ce sont des athlètes déjà aguerris. Ils ont déjà des techniques données. Donc on a juste perfectionné les mouvements et puis donné du cardio aux athlètes. À vrai dire, ils sont prêts parce que nous avons fait le nécessaire. Et je pense que ce nécessaire qu'on a pu faire là, ça va donner. On a boosté très très fort. Du côté des différents athlètes, du sérieux, de la concentration, mais aussi de la rigueur était au rendez-vous tout au long de la préparation. Cette compétition a été très bien préparée. On a fait des entraînements intenses pendant des jours, des semaines. Et là aujourd'hui, c'est le dernier jour d'entraînement et je pense qu'on est vraiment prêt pour affronter le défi là-bas et être meilleur. C'est assez intensif, les coachs sont, effectivement c'est des expérimentés et je pense que nous avons confiance par rapport au travail qui a été fait et je peux vous dire quelque chose, au peuple béninois, on va faire mal. Oui, mentalement, physiquement et spirituellement nous sommes prêts et tout ce qui va rester c'est que les bonnes ondes du pays nous accompagnent. Dans le rang des instances dirigeantes, la confiance totale a été placée en l'équipe nationale de Wushu qui va représenter le Bénin à ce 8e championnat africain. C'est une équipe qui va évoluer pour donner des résultats. J'ai dit, en Égypte, il n'y a même pas 4 mois, on a amené 5 médailles et d'or. Rassurez-vous par rapport à cette compétition, championnat d'Afrique à Abidjan, que nous allons venir avec de bons titres. Ils sont bien au courant des attentes des uns et des autres vis-à-vis d'eux. Et c'est bien pour cela qu'ils ont de leur côté bon nombre d'objectifs à atteindre tout au long de la compétition. C'est d'aller là-bas, donner le meilleur de nous-mêmes afin de pouvoir ramener assez de médailles, surtout des médailles d'or, et être le champion d'Afrique. Les objectifs n'ont pas changé comme la dernière fois. La médaille d'or au championnat d'Afrique, cette fois-ci on va la réitérer et de la plus belle des manières. Au Palais des Sports de Treichville, les athlètes béninois de Wushu seront en compétition avec des athlètes de plus de 20 autres pays africains. Et ceci du 22 au 24 juillet prochain.
Et pour finir, une nouvelle chaîne dans le paysage médiatique béninois, sa dénomination A+ Bénin. C'est le fruit du partenariat entre le groupe Canal+ et l'État béninois. L'objectif est d'offrir aux populations une variété de programmes de divertissement riches et grand public qui reflètent l'image du pays. Voici le reportage. Regardez bien, vous allez vous familiariser bientôt à ces couleurs. C'est le plateau de l'émission On se parle cash, de la nouvelle chaîne de télévision qui rejoint le paysage médiatique béninois. Merci d'être venu aussi nombreux. A+ Bénin est le produit du partenariat entre le groupe Canal+ et l'État béninois. Le gouvernement du Bénin et le chef de l'État, le président Patrice Talon, sont en train de poursuivre la dynamique de révélation de notre pays aux Béninois et au monde entier. Et cette chaîne-là vient, aux côtés des autres chaînes existantes, contribuer à l'amélioration du paysage audiovisuel au Bénin. Ça fait quelques années maintenant que le groupe Canal+ a fait le choix de, en tout cas, renforcer son offre en termes de contenu africain. Et donc avec A+ Bénin, on vient répondre à une demande de nos abonnés béninois qui ne se retrouvaient pas encore forcément dans le contenu qu'on proposait. A+ Bénin se veut être le miroir du pays pour proposer aux Béninois des programmes de divertissement riches et grand public. C'est aussi un cadre pour faciliter la révélation des talents locaux et la promotion de la destination Bénin. Bref, c'est un soutien au développement de la production audiovisuelle. A+ Bénin se veut être une chaîne généraliste béninoise qui va s'adresser donc à tous les Béninois et qui va même leur donner la parole à travers plusieurs émissions. La première d'entre elles, c'est On se parle cash. L'autre émission s'appelle Défends tes 50 000. Et puis la troisième émission, notre troisième pilier, c'est Mon beau Bénin, qui vous permettra de partir à la découverte ou à la redécouverte de votre très beau pays qu'est le Bénin. Mieux, il est également prévu la diffusion des matchs des équipes nationales et du championnat. On aura nous aussi nos après-midi, nos soirées sport, avec des émissions de débriefing, avec des directs, avec parfois des multiplexes qui vont être faits selon l'engouement chaque journée. Et donc voilà, c'est vraiment un bel outil. Pour le préambule, les ministres du gouvernement et les responsables du groupe Canal+ se sont essayés avec les différents animateurs. C'est la bonne réponse. A+ Bénin est disponible sur la chaîne 271 de Bouquet Canal+. Ces programmes démarrent le 24 juillet prochain à 14h. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 13 européen. Merci de l'avoir suivi à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.